Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Moi, je suis Florent Guéguin, le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité, et je suis ravi qu'on puisse se retrouver à l'occasion de cette deuxième journée de la semaine organisée par la FAS autour des SIAO et 115 SIAO. Qu'on se retrouve maintenant autour de cette table ronde sur un sujet évidemment crucial pour les acteurs de l'hébergement et de l'accompagnement des personnes en difficulté, sujet qui est comment les 115 SIAO peuvent-ils prendre en charge tous les publics, comment l'inconditionnalité de l'accueil peut se mettre en œuvre concrètement dans le contexte notamment de pénurie de places d'hébergement et de logement auquel est confronté le pays. Je vais rappeler en introduction ce qu'est le principe d'inconditionnalité, qui est un principe évidemment socle de l'action sociale en France. C'est ce principe qui veut que toute personne en situation de détresse a droit à un hébergement et un accompagnement de manière immédiate. On sait évidemment que ce principe connaît beaucoup de difficultés de mise en œuvre, voire même de violation du droit, avec un certain nombre de catégories de publics exclus, les étrangers, notamment des personnes déboutées du droit d'asile ou sans titre de séjour, des jeunes, des personnes isolées avec des problématiques particulières. On pense évidemment aux problématiques d'addiction, des problématiques de santé mentale, des femmes, des personnes qui vivent avec un animal de compagnie et qui ne trouvent pas leur place dans le dispositif d'hébergement ou d'accès au logement. Bref, beaucoup de publics finalement qui se retrouvent exclus de ce principe majeur du droit et de l'action sociale. Alors, cette table ronde, elle a beaucoup d'objectifs. D'abord, évidemment, notre idée et volonté, c'est de rendre visibles les ruptures d'inconditionnalité sur l'ensemble du territoire et voir comment elles se manifestent, voir surtout comment les associations et les organismes qui interviennent dans la prise en charge des personnes peuvent s'organiser pour résister à ces violations du droit, pour essayer de trouver des solutions à tout le monde et faire en sorte que des solutions adaptées au profil de chacun puissent être proposées, notamment par les 115 et SIAO. L'objectif est aussi évidemment de valoriser les bonnes pratiques, puisqu'on voit de nombreuses associations et organismes qui tentent des actions innovantes pour finalement contourner les difficultés et faire en sorte que les publics les plus fragiles soient hébergés, accompagnés et protégés. Alors, pour parler de tous ces sujets, nous allons avoir six interventions d'acteurs de terrain et puis aussi, à la fin de cette table ronde, un temps de discussion avec les internautes par le biais du fil. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont connectées à s'emparer du fil et à poser des questions ou à faire des remarques qu'on ne manquera pas de poser à nos intervenants. Voilà, alors après cette brève introduction, je pense qu'on va pouvoir démarrer par notre premier intervenant, qui est William Martinet. William est chargé de mission sur les questions d'hébergement et d'accès au logement à la Fédération des acteurs de la solidarité d'Île-de-France. Et William va nous présenter les résultats d'une enquête qui commence d'ailleurs à être assez connue, assez populaire, menée par la FAS Île-de-France sur l'inconditionnalité de l'accueil sur ce territoire. William va notamment nous indiquer comment se manifeste l'inconditionnalité, quels sont les freins dans le contexte particulier de l'Île-de-France, qui est évidemment un contexte de très forte tension sur la demande d'hébergement, mais aussi sur la demande d'accès au logement. Et William nous indiquera aussi quelles sont les bonnes pratiques qu'il a pu observer
sur son territoire. Sans plus tarder, William, je te laisse la parole pour 15 minutes. Merci Florent, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter effectivement les résultats de notre étude. Donc, comme le disait Florent, une étude de la Fas-Île-de-France qui a pu être réalisée avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre et qui date maintenant il y a presque 2 ans, puisqu'elle a été réalisée entre mars et juillet 2019. Donc, bien entendu, sur le périmètre de l'Île-de-France. Là aussi, comme le disait Florent, les analyses que l'on a produites et les conclusions qu'on en tire sont valables vraiment sur ce périmètre précis qui est celui de l'Île-de-France. C'est une étude aussi on a fait le choix qu'elle porte principalement sur des analyses qualitatives, c'est-à-dire des entretiens avec des acteurs du secteur de l'accueil, hébergement, insertion. Non pas que les données quantitatives ne sont pas intéressantes, mais c'est vraiment un choix d'orientation qu'on a fait. Donc 27 entretiens qui ont été menés pendant cette étude, qu'on a voulu donc le plus large possible parmi les acteurs du secteur, c'est-à-dire qu'on a rencontré des services déconcentrés de l'État, des associations évidemment, qu'elles soient gestionnaires d'hébergement ou porteuses des SIAO, et évidemment on a également rencontré des personnes accompagnées et des associations qui les représentent. On a fait attention aussi dans cette étude, dans les différents entretiens qu'on a menés, à assurer la diversité, que ce soit à l'échelle géographique, puisque l'Île-de-France, entre Paris, la petite et la grande couronne, les problématiques ne sont pas exactement les mêmes, et aussi d'assurer une diversité des structures, des associations rencontrées, des plus entre guillemets petites jusqu'aux plus grandes qui ont une intervention à l'échelle régionale, voire à l'échelle nationale. Voilà, donc ça c'est un peu pour la méthodologie de cette étude. Aussi vous dire 2 mots sur ce qui a déclenché pour la Fas-Île-de-France et la Fondation Abbé Pierre la volonté de lancer cette étude. C'est des événements qui datent cette fois de l'été 2018 dans le département des Hauts-de-Seine, avec pour le coup des consignes qui ont été données à l'époque par la DRIL des Hauts-de-Seine ou SIAO, de mettre fin à la prise en charge de familles à l'hôtel hébergées par le 115, avec l'argument que ces familles étaient des familles à droit administratif incomplet. Donc c'est évidemment un événement qui a provoqué la contestation du côté du secteur associatif. La Fas-Île-de-France notamment s'est mobilisé sur cette question. Du coup, sur ce point précisément, les services de l'État ont reculé et les fins de prise en charge n'ont pas eu lieu. Mais pour vous dire, c'est cet événement-là qui a provoqué la réflexion et la volonté d'avoir une enquête un peu plus large sur cette question de l'inconditionnalité de l'accueil en hébergement. Avec un choix qui a été fait tout de suite, c'est que certes, la question de la situation administrative des personnes est une question centrale dans la problématique de l'inconditionnalité. Et on l'a constaté, comme beaucoup d'acteurs, que le durcissement des politiques migratoires a évidemment des conséquences sur l'inconditionnalité de l'accueil en hébergement. Mais ce qui nous paraissait aussi très important avec cette étude, et on a pu le constater, c'est que la question de l'inconditionnalité de l'accueil, elle ne se résume pas à la question de la situation administrative. Voilà. Comme le disait Florent en introduction, il y a beaucoup d'autres facteurs sur la situation des personnes, que ce soit leur âge, que ce soit les pathologies qu'ils rencontrent, les addictions, les troubles psychologiques, plus généralement leur parcours et leur situation sociale, le fait que des personnes soient considérées comme des grands exclus, qui ont parfois un petit peu un fourre-tout pour désigner la situation de personnes. Il y a plein de facteurs qui peuvent provoquer des difficultés dans l'accès à l'hébergement et remettre en cause l'inconditionnalité. Donc on a voulu avoir le spectre le plus large possible. Alors, cette étude, justement, je vais essayer de vous la résumer dans le temps qui m'est imparti. Le point de départ de l'étude, ça a été de revenir sur ce qu'est ce principe d'inconditionnalité, c'est-à-dire une valeur associative fondamentale pour le secteur, mais aussi un principe légal qui est inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles. Alors, avec cette particularité que, certes, l'inconditionnalité est inscrite dans le droit, mais le mot inconditionnalité lui-même n'est jamais inscrit dans un article du Code de l'action sociale et des familles. C'est en l'espace de quelques années, à partir de 2007, que loi après loi, article après article, s'est construit un corpus législatif qui établit ce qu'est cette inconditionnalité. Donc évidemment, l'article que Florent a cité, le fait que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence, mais
aussi toute une série d'autres articles qui parlent de la continuité de l'hébergement, des prestations minimales qui doivent être accordées aux personnes, le fait que les CHRS, notamment, sont une catégorie d'hébergement qui, a priori, n'a pas de raison d'exclure les personnes en droit administratif incomplet. Enfin bref, voilà, il y a tout un continuum de droits qui existe autour de cette notion d'inconditionnalité. Donc nous partons de là, la question de cette étude, ça a été de voir comment cette inconditionnalité, valeur associative, inscrite dans le droit, comment est-ce qu'elle est concrètement mise en œuvre par les associations, par tous les acteurs de terrain, et quelles en sont les limites. Alors, bien entendu, la première limite majeure à ce principe d'inconditionnalité, c'est la saturation des dispositifs d'hébergement. Le fait que, et je ne détaille pas ce sujet, mais le fait que le nombre d'offres d'hébergement soit extrêmement faible comparé à la demande qui s'exprime, sans même compter du coup le renoncement au droit, cette saturation du dispositif, ça fait que, par définition, l'inconditionnalité ne peut pas être remplie. Mais ça provoque du coup une sorte de transformation. Ça fait que ce principe d'inconditionnalité, non pas qu'il est vidé de son sens, mais il se transforme d'une certaine façon en principe de non-discrimination. C'est-à-dire que, on le sait, toutes les personnes qui ont besoin d'un hébergement n'arrivent pas à l'obtenir, mais reste une deuxième question dans la façon dont se fait la priorisation, dont se fait l'attribution des places d'hébergement. Est-ce que ces attributions se font pour répondre à l'urgence de la situation, ou est-ce qu'il y a des critères discriminants liés à la situation administrative, liés au parcours des personnes qui s'appliquent? Et ça reste la question de la non-discrimination, ça reste évidemment une question qui est majeure. Et finalement, en pratique, c'est celle-là qu'on a étudiée avec notre enquête. Donc, quand on a mené tous ces entretiens, si je peux essayer de résumer un petit peu ce qui a été le fil rouge de tous ces entretiens, c'est que quand on parle d'inconditionnalité, tous les acteurs qu'on a rencontrés, donc restent ceux qui n'ont pas répondu à nos sollicitations, donc on n'est pas absolument représentatif, mais en tout cas, services de l'État, associations, personnes accompagnées, etc., qu'on a rencontrés, tous ont affirmé leur attachement à ce principe d'inconditionnalité. Et étant donné l'histoire des associations, étant donné la loi que je viens d'invoquer, c'est vrai que c'est difficile de se positionner autrement que comme attaché ou respectueux du principe d'inconditionnalité. Mais par contre, à chaque fois, cela étant dit, la discussion revenait à essayer d'identifier quelles sont toutes les conditions qui permettent que s'applique l'inconditionnalité à une personne lorsqu'elle fait sa demande d'hébergement. Donc on voit là tout de suite le paradoxe qui existe dans cette question de l'inconditionnalité, parce que les conditions à l'inconditionnalité, malheureusement, elles sont extrêmement nombreuses, et c'est celles-là qu'on a essayé d'identifier le plus objectivement, le plus clairement possible. Donc dans l'étude, elle est organisée de façon un peu, chronologique, c'est-à-dire de l'émission de la demande d'hébergement, c'est-à-dire à partir du moment où la personne appelle le 115 par exemple, jusqu'à l'accès à l'hébergement, éventuellement la question de la fin de la prise en charge, puisque j'ai dit tout ça est un continuum de droit. On a essayé d'étudier, d'identifier le plus concrètement possible les différents obstacles qui existent. Là, pour cette présentation, je vais essayer d'organiser les choses un petit peu différemment, peut-être de façon plus thématique, pour que ce soit plus facile d'organiser le débat autour de ça ensuite. Donc la première thématique que je voulais mettre en avant, c'est celui du rôle des services de l'État sur cette question de l'inconditionnalité de l'accueil en hébergement. Donc déjà, encore une fois, c'est un constat qu'on fait à l'échelle de l'Île-de-France, et d'ailleurs dont on a cru comprendre que le rôle des services de l'État en Île-de-France sur cette question n'était pas forcément le même que dans d'autres régions. Et y compris, on a identifié qu'en Île-de-France, en fonction du département dans lequel on était, les services de l'État n'ont pas exactement la même politique. Mais du coup, on a pu identifier un petit peu de complexité dans tout ça. C'est-à-dire que les services de l'État pouvaient à la fois avoir à des moments des interventions favorables ou défavorables au principe d'inconditionnalité, et que ces interventions, elles pouvaient être à la fois directes, c'est-à-dire des consignes données aux acteurs, notamment aux associations financées, subventionnées, ou parfois indirectes, c'est-à-dire le résultat de dialogues de gestion, de contraintes budgétaires qui sont mis aux associations. Donc, beaucoup de complexité dans l'influence que peuvent avoir les services de l'État sur le respect de ce principe. Si je cite des exemples d'interventions favorables, on a pu constater, par exemple, des associations
gérant des CHRS, nous expliquant que c'est une intervention des services de l'État qui leur a demandé de faire évoluer leur projet associatif, puisque jusque-là, l'association, dans son règlement, indiquait qu'il était obligatoire d'être en situation régulière pour pouvoir accéder au CHRS, du fait que l'essentiel de l'activité était tourné vers l'accès à l'emploi, et donc c'est possible uniquement avec une situation administrative régulière. Ben là, on a eu un exemple où c'est les services déconcentrés de l'État qui sont allés demander à l'association de faire évoluer son projet associatif, notamment pour pouvoir prendre en compte des personnes qui, au vu de leur situation, avaient une perspective de régularisation à court et moyen terme et qu'il était quand même intéressant de mettre dans un processus d'insertion, y compris avec un débouché vers l'emploi par la suite. Donc là, un exemple d'intervention favorable très, très concret. Un exemple d'intervention défavorable, je ne reviens pas dessus, c'est celui que j'ai donné en introduction, qui a été le moteur de cette enquête, le fait que les services de l'État ont à un moment demandé au 115 dans les Hauts-de-Seine de mettre fin à une prise en charge à l'hôtel pour une question de situation administrative. Mais je le disais, ces interventions de l'État, elles sont plus complexes. Elles peuvent aussi se faire à travers les contraintes budgétaires et le dialogue de gestion. Et notamment à ce moment-là, on dépasse largement la question de la situation administrative des personnes. Puisque du coup, dans le dialogue de gestion, les CHRS, et à juste titre évidemment, enfin les associations qui gèrent les CHRS ont ressenti ces dernières années une pression budgétaire qui s'exerçait pour eux, pour réaliser des économies, avec du coup une conséquence très concrète, c'est que les marges de manœuvre pour les associations pour faire des économies ne sont pas si nombreuses que ça, et qu'on en arrive très vite à la question de la masse salariale, à la question de l'encadrement. Et avec du coup un effet pervers qui peut être celui d'associations qui, se sentant moins solide du point de vue de l'encadrement et de l'accompagnement des personnes, et bien du coup aurait tendance à refuser au moment de l'entrée dans la structure des profils qui seraient jugés trop compliqués et trop difficiles à accompagner. De la même façon, quand l'État met une certaine pression sur la fluidité des personnes qui sont accueillies en centre d'hébergement, là aussi, l'effet pervers, ça peut être du côté des associations, de refuser des profils trop compliqués dont on pense que la sortie de l'hébergement sera trop difficile ou mettra trop de temps. Avec l'idée que ce dialogue de gestion, il peut aussi avoir un effet paradoxal, c'est-à-dire que l'État peut en même temps mettre les contraintes qui auraient plutôt un effet défavorable sur l'inconditionnalité et en même temps expliquer aux associations qu'il est très important de respecter ce principe d'inconditionnalité. Donc là, voilà, on voit bien toute la tension et toute la difficulté, avec y compris, lorsqu'on a réalisé cette enquête, aussi une difficulté à faire la différence entre ce qui peut être le discours tenu par les associations et ce qui peut être une stratégie de négociation avec les pouvoirs publics, puisque quand l'État demande des économies budgétaires et le respect de l'inconditionnalité, ça peut être une stratégie de l'association de dire qu'on ne pourra respecter l'inconditionnalité que si les moyens budgétaires vont avec. Donc, est-ce qu'on est dans le discours ou dans la stratégie, ou est-ce qu'on est vraiment sur le terrain, dans les pratiques des associations, un recul de l'inconditionnalité du fait des contraintes que j'ai évoquées avant? Ça, c'est une vraie question et quelque chose qu'on n'a pas pu identifier parce que par définition, nous, on s'est arrêté au discours, c'est-à-dire aux propos qui sont tenus par les associations. Et d'ailleurs, ça pose une autre question que j'aborderai un petit peu plus tard, d'un point de vue éthique. Est-ce que pour une association face aux contraintes, est-ce que c'est la meilleure chose à faire que de considérer l'inconditionnalité de l'accueil comme une marge de manœuvre pour réussir à mettre en œuvre son projet? C'est une vraie question. Donc justement, j'en viens à la deuxième thématique que je souhaitais aborder, qui sont celles des marges de manœuvre des associations. Parce qu'après avoir dit que, évidemment, le rapport au service de l'État, le contexte avait sans doute une influence sur la capacité de mettre en œuvre l'inconditionnalité, maintenant j'en arrive à dire aussi que ce qu'on a constaté dans cette étude, c'est que à contrainte identique, à contexte semblable, on a pu voir sur le territoire francilien des associations qui ont des réponses parfois très différentes en matière d'inconditionnalité. C'est-à-dire parfois des situations qui paraissaient insurmontables à certaines associations, alors que d'autres parvenaient à trouver des solutions. Si j'essaye de donner des exemples concrets, la question de la langue, de la maîtrise de la langue. On a rencontré certaines associations qui nous expliquaient que c'était un obstacle
trop important dans l'organisation de l'accompagnement social des personnes, y compris qu'elles n'avaient pas de personnel qui savait forcément parler des langues étrangères, l'anglais ou l'arabe ou d'autres langues, et que du coup, c'était pour elles un motif de refuser certains publics. Alors que dans un contexte qui semble identique, on a d'autres associations qui nous expliquaient comment, y compris en gérant les contraintes et un peu la débrouille parfois, mais comment elles arrivaient à réaliser ces missions. Voilà. De la même façon, Florent, tu donnais l'exemple des personnes avec animaux de compagnie. On a pu constater des associations qui, avec un hébergement dans le diffus, et pas dans le collectif, ce qui est quand même important pour l'accueil de personnes avec des animaux de compagnie. Des associations qui nous expliquaient que même dans le diffus, c'était pas possible d'accueillir des personnes avec des animaux de compagnie, puisque ça risquait de poser trop de problèmes, alors qu'évidemment, d'autres associations arrivaient à faire cet accueil, y compris avec des personnes qui avaient des animaux de compagnie. Donc là, on voit bien l'enjeu qu'il peut y avoir à un échange de bonnes pratiques ou de pratiques inspirantes pour voir que dans un même contexte, finalement, peut-être en échangeant entre nous, on peut réussir à surmonter des difficultés et à trouver des solutions. Toujours sur ce qui est les marges de manœuvre des associations, c'est posé de façon vraiment prégnante la question de l'entretien des personnes avant l'admission dans la structure. Ça, c'est un sujet qui se pose un peu moins pour les CHU, mais plus pour l'hébergement de stabilisation et surtout pour les CHRS. Donc, quel que soit le nom qu'on donne à cet entretien, parfois c'est un entretien de préadmission, parfois d'admission, etc. Là, je parle de l'entretien qui a lieu après orientation par le SIAO et avant que l'admission définitive de la personne soit acceptée. On voit bien que dans ces entretiens se jouent beaucoup de choses entre l'association et la personne qui sera accueillie. C'est là où on peut constater parfois que quand une association a un projet qui peut être pertinent, mais qui peut être peut-être assez limité dans son périmètre, c'est-à-dire qu'elles sont en attente de personnes avec des problématiques très précises et très particulières, le fait d'avoir un projet associatif qui soit comme ça un petit peu étroit, ça peut poser des difficultés et faire que des personnes ont besoin d'hébergement ne correspondant pas à cette case n'arrivent pas à accéder à l'hébergement, en tout cas au sein de cette association. Et on voit aussi, on a vu les difficultés que ça pouvait poser du point de vue des SIAO, quand avec des projets associatifs très précis et des demandes d'hébergement nombreuses, il fallait réussir à trouver quelle était l'association qui avait la bonne case, qui correspondait à la personne qui était en besoin d'hébergement. Donc, on voit cette question du projet associatif et de sa capacité à être large et à s'adapter. Et puis, on voit aussi que derrière l'entretien d'admission et la sélection du public qui est fait, on voit bien en fait à quel point plus le processus est long et complexe, plus du coup mécaniquement émergent des raisons de refuser les personnes dans l'entrée en structure. Et du coup, j'y reviendrai à la fin dans les propositions, les préconisations qu'on a fait dans cette étude, mais on a aussi rencontré des associations, notamment des CHRS, qui avaient complètement supprimé cet entretien d'admission, de préadmission, et qui arrivaient à fonctionner de cette façon. Toujours sur les associations, je finirai pour les associations sur ce point. Ce qu'on a constaté aussi qui nous a paru vraiment fondamental, c'est à quel point le facteur dynamique, motivation, bon fonctionnement de l'équipe, c'est-à-dire des travailleurs sociaux, de l'équipe d'encadrement, était finalement un des facteurs majeurs sur la capacité à assumer l'inconditionnalité, c'est-à-dire accueillir des gens avec parfois des parcours variés, difficiles et complexes à accueillir. Ça, c'est quelque chose de vraiment important et donc peut-être qui est assez peu mis en avant finalement. Faire un accueil inconditionnel, c'est avoir une équipe qui soit dynamique et qui soit solide. Et finalement, même dans tous les facteurs qu'on a essayé d'étudier pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une politique était plus inconditionnelle à un endroit qu'à un autre, cette question de la solidité des équipes, c'est finalement le facteur majeur qui est ressorti. Ensuite, je vais finir pour la description de l'étude sur un dernier point qui est le point de vue des personnes accompagnées qu'on a pu rencontrer, soit directement, soit dans le cadre d'un CVS ou des associations de personnes accompagnées qui menaient des projets au sein des structures d'hébergement. Ces personnes accompagnées, elles nous ont fait remonter deux éléments principaux. Un premier, toujours sur les entretiens d'admission que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit à quel point ça pouvait être pour elles d'une grande violence parfois cet entretien d'admission
où il y a un enjeu très fort, parce qu'à la clé, c'est la possibilité ou pas d'accéder à un hébergement, et où on leur demande du coup de livrer leur parcours, et y compris les difficultés qu'elles ont eues dans leur parcours, parce que généralement, si les personnes elles sont là, c'est qu'elles ont rencontré des difficultés importantes au préalable. Donc parfois, la violence que peut représenter l'entretien d'admission, et puis aussi un questionnement sur la pertinence de cet entretien. Est-ce que à partir du moment où on est dans un entretien qui va déboucher sur une acceptation ou non dans la structure, est-ce que du coup, on est vraiment dans un rapport de sincérité entre la personne accompagnée et l'équipe qui est là pour l'accueillir? On peut objectivement en douter et du coup questionner la pertinence de ces entretiens. Deuxième chose que nous ont fait remonter les personnes accompagnées, c'est aussi la question de la cohabitation au sein des centres d'hébergement. Parce que qui dit inconditionnalité de l'accueil dit au sein d'un centre d'hébergement des profils de personnes extrêmement variés, y compris des personnes qui peuvent avoir des difficultés, je l'évoquais tout à l'heure, par exemple des troubles psychologiques, par exemple des addictions. Et donc de ce point de vue-là, les personnes accompagnées nous ont fait remonter deux éléments. Un élément positif qui était de dire que la mixité des publics, elle peut être intéressante et elle peut faire progresser tout le monde, enfin en tout cas tirer tout le monde vers le haut, mais par contre aussi un point noir qui a été beaucoup soulevé, quand on est dans de l'hébergement collectif, quand on est aussi et surtout dans des chambres collectives à plusieurs personnes, à ce moment-là, la cohabitation subie, qui est déjà toujours quelque chose qui est vécu difficilement évidemment, mais quand en plus c'est une cohabitation subie avec des personnes qui ont parfois des parcours de vie compliqués, et ben, du coup ça amène les personnes accompagnées à dire à ce moment-là que l'inconditionnalité de l'accueil, ça ne peut pas aller jusque-là, parce que du coup, elles, au sein de la structure d'hébergement, ça veut dire parfois des cohabitations qui peuvent mal se passer, et évidemment on comprend très bien ce point de vue. Voilà, donc j'ai essayé de vous dresser un petit peu thème par thème quelques éléments d'analyse de cette étude. Et puis je vais essayer de finir sur les propositions, les recommandations qu'on a faites avec cette étude. Alors, il y a une première catégorie de propositions sur lesquelles je ne vais pas revenir en détail, qui sont à l'échelle de la politique publique, on va dire nationale. Donc l'idée qu'il faut avoir une politique qui soit capable de résorber ce décalage entre l'offre d'hébergement et le besoin d'hébergement, donc notamment une politique qui passe par le logement d'abord et l'accès au logement social pour la fluidité des parcours. Mais bon, je n'insiste pas là-dessus parce que c'est peut-être pas le cœur de notre discussion aujourd'hui. Par contre, dans ces préconisations, on a évidemment des préconisations à l'échelle des services déconcentrés de l'État sur, en gros, les consignes qu'ils donnent aux associations, en tout cas le cadre qu'ils leur donnent sur la mise en œuvre de l'inconditionnalité. Je l'évoquais un peu tout à l'heure. En fait, on s'est rendu compte que d'un département à l'autre, on avait des consignes qui pouvaient être très différentes, qui pouvaient être aussi, ce qui est problématique, des consignes non assumées. Je vous donne un exemple, une directrice de SIAO qui était récemment en place au moment où on a fait cette étude, qui nous disait que de son point de vue, de l'analyse de la loi, et c'est une analyse qu'on partageait, il n'y avait pas de raison d'exclure a priori les personnes en situation administrative incomplète de l'accès au CHRS. Sauf qu'il se trouve que c'était depuis plusieurs années la politique que les services déconcentrés de l'État voulaient mettre en œuvre. Donc ce que nous disait la directrice du SIAO, à juste titre, c'est qu'elle attendait une consigne écrite de la part des services de l'État pour mettre en œuvre cette politique, consigne écrite que les services de l'État se refusaient à faire. Donc là, évidemment, on a une problématique comme ça quand la politique de l'État à l'échelle d'un territoire, elle n'est pas assumée, elle n'est pas transparente, elle ne peut pas être du coup par définition discutée, on ne peut pas évaluer de sa légalité puisqu'on n'a même pas de trace écrite de son fonctionnement. Donc là, il y a une demande, une recommandation forte d'harmonisation des pratiques, évidemment dans le sens de davantage d'inconditionnalité, mais aussi dans le sens d'un peu plus d'harmonisation territoriale. Et ensuite, une autre dernière catégorie de propositions qu'on a faites et qui nous paraissent aussi très intéressantes, c'est évidemment à destination des associations elles-mêmes et je disais, de leur marge de manœuvre pour mettre en œuvre l'inconditionnalité. Donc, on a fait toute une série de propositions, somme toute assez classiques parfois, hein, sur les partenariats à organiser pour pouvoir accompagner dans de bonnes conditions les publics dans des diversités de situations. Donc, on parle là notamment des addictions, des troubles psychologiques
qui sont des sujets qui reviennent régulièrement. Il y a évidemment la nécessité de, autant que possible, d'élargir son projet associatif pour pouvoir accueillir une diversité de publics plus importante et éviter ce que je disais tout à l'heure, la difficulté de faire rentrer les personnes dans les cases, ce qui est parfois un petit peu compliqué. Et puis, je vais finir par là parce que c'est un sujet qui nous semblait vraiment intéressant et que j'ai déjà évoqué, cette question des entretiens d'admission. Une des propositions qu'on a faites, c'est de réduire au maximum, voire même de supprimer les entretiens d'admission en partant du constat que plus on organise un processus sélectif qui est long et complexe, plus par définition, on va trouver des raisons de refuser des personnes, ou même parfois, quand on est dans des situations un peu plus ambiguës, trouver des raisons de présenter la structure aux personnes de telle sorte que ce soit elles-mêmes qui émettent le refus. Mais bon, le résultat revient un peu au même à la fin. Et donc ça, c'est un sujet sur lequel on a proposé de travailler, y compris parce qu'on a, je le disais, rencontré des CHRS qui ont réussi à supprimer complètement ces entretiens de préadmission, d'admission, se basant pour l'accueil des personnes uniquement sur l'évaluation sociale qui est fournie par le SIAO et construire un accompagnement social sans avoir au préalable cette forme de sélection. Voilà, c'est un sujet, une recommandation qui nous a paru importante et utile à faire. Voilà, je vais m'arrêter là en espérant que je n'ai pas trop dépassé le temps qui m'était imparti. Tu as un peu dépassé, mais cette intervention était tout à fait passionnante et appelle à beaucoup de réactions et appelle aussi à beaucoup de liens avec les interventions suivantes. Justement, la prochaine intervenante, Marie-Josée Ketty, est présidente du groupe d'appui national, donc participation à la fédération. Elle est aussi élue au conseil d'administration de la fédération au sein du collège des personnes accompagnées. Et Marie-Josée, tu vas nous parler à la fois finalement de ta perception des difficultés de mise en œuvre du principe d'inconditionnalité de l'accueil du fait de ton parcours et de ta connaissance aussi des publics qui sont confrontés à cette difficulté. Tu vas nous indiquer aussi finalement quelles sont, selon ton expérience, les difficultés spécifiques d'accès des femmes à la rue, femmes victimes de violences, aux dispositifs d'hébergement, d'accompagnement et d'accès au logement, et peut-être évoquer aussi quelques solutions pour éviter cette sélection discriminante des publics. Marie-Josée, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Je vous remercie de me donner l'occasion de pouvoir participer à ce débat. Je suis contente parce qu'il y a beaucoup de choses que M. William vient de dire sont exactes. C'est vrai, mon parcours à moi en tant que femme, c'était pas facile, c'est très difficile. Parce que comme je dis toujours, le monde extérieur, ce n'est pas pour les femmes. Ce n'est pour personne d'ailleurs. Mais pour les femmes, c'est l'enfer. Vous savez vous-même tout ce qui se passe, les femmes battues, droguées, prostituées, j'en passe. Alors, quand je parle de femmes, c'est du jeune aux vieilles. Parce qu'à l'extérieur, la femme n'est pas respectée du tout. Quel que soit l'âge, ça passe par la casserole. Je pense que la SCAO, la 115, doivent faire beaucoup de travail là-dessus. Parce que c'est un gros problème. Il faut vraiment qu'ils fassent le nécessaire, le maximum pour les femmes. Parce que les femmes dehors, c'est tout simplement difficile. Et surtout en ce moment où les choses sont encore compliquées avec le Covid, parce que moi, je sais, par exemple, je me suis retrouvée avec le 115, je me suis retrouvée dans des hôtels minables où je ne pouvais même pas dormir. J'étais mieux dehors qu'à l'intérieur, puisqu'il y avait des cafards, je ne sais pas moi, c'est impossible. Pas de WC, il faut utiliser le WC public, tout le monde, et on ne peut même pas se doucher, il faut aller à des kilomètres pour aller pouvoir prendre une douche.
en fait, c'est l'enfer. C'est vraiment, vraiment l'enfer. J'ai vu, moi, de mes yeux, les femmes, comment elles étaient frappées. J'ai vu les femmes, comment elles étaient violées dans la rue sans pouvoir se défendre. Donc, c'est un gros, 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 gros problème. C'est vrai, il y a aujourd'hui, hein, il y a de haltes femmes et tout, mais je pense que ce n'est pas assez. On ne doit pas s'arrêter là-dessus. Ce n'est pas assez du tout. Et je veux aussi demander votre attention que la SCAO essaye de suivre là où il envoie les dames, soi-disant les structures de mise à l'abri. Parce que s'il n'y a personne pour contrôler derrière, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ces structures-là. Les femmes ne sont pas vraiment, vraiment mises à l'abri. Parce qu'il y a une sorte je manque des mots, comment exprimer ça. C'est-à-dire que là-bas, chacun fait sa loi. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, une dame qui habitait dans le CHRS est mise à l'abri des femmes dans le 18e. Elle est arrivée à une heure, soi-disant qu'elle a dépassé l'heure pour rentrer. Eh bien, le patron, le chef de cette CHRS l'a mise dehors en lui disant qu'elle était en retard. Heureusement, il y a le gardien qui vient derrière, qui voit la dame, la pauvre dame dehors, qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, madame, à cette heure-là » Elle a dit « On m'a mis dehors parce que je suis arrivée en retard. » Le gardien a pu la faire rentrer. Mais quelque chose peut arriver. Quelque chose peut arriver. Donc, vous voyez, la SCAO a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. C'est vrai, il fait tout le maximum, il fait tout le nécessaire pour mettre les gens à l'abri. Mais s'il vous plaît, il faut qu'ils essayent de trouver un moyen pour essayer de suivre un peu ces abris, de savoir est-ce que c'est vraiment des abris, est-ce que ça convient vraiment aux gens qui sont dans les besoins, comme les femmes battues, les femmes violées, les femmes du dehors, quoi, les sans-abri des femmes. Est-ce que c'est bon pour ces dames-là? Il faut qu'ils sachent ça. Le fait, ce n'est pas mettre les femmes comme ça dans un coin comme des moutons. Même les moutons, on essaie de voir si l'enclos est propre ou pas. Hein? Qu'ils essaient de trouver un système, un moyen, discrètement, pour essayer de contrôler ces endroits-là. Moi, je suis sûre que si ces gens-là savent qu'il y a la SCAO qui passe derrière, il y a les gens qui passent pour contrôler, savoir ce qui se passe, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur parce qu'ils savent qu'il y a les yeux qui regardent. Mais du moment où il n'y a personne derrière, la SCAO, 115, avoir du monde, et ils oublient. Et du coup, eux aussi, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent. Et en plus aussi, je voudrais dire que ces endroits, les mises à l'abri, ne doivent pas devenir pérennes. C'est des endroits, ça doit circuler. Cet endroit, peut-être qu'on peut rester un petit moment et se trouver quelque part où on peut se reconstruire. Un endroit où on peut redémarrer, que ce soit du côté administratif, social et tout, qu'on soit vraiment, vraiment prise en charge pour que la femme puisse retrouver sa vie de femme et être utile à la nation. Parce que de toute façon, la femme, c'est quand même la base et le fondement de chaque chose. Si la femme n'est pas à sa place, eh bien, la situation d'un pays ne peut pas marcher du tout, du tout. Donc, moi, en tout cas, je vous dis que la vie des femmes dehors, ce n'est pas facile. Du tout, du tout, du tout. Et je reviens toujours sur le problème hygiénique. Comme je l'avais dit la fois dernière au débat, pour dire qu'une femme, c'est comme un bébé. Une femme a besoin de couches comme un bébé. Mais les femmes n'ont pas de moyens. Ces femmes-là, elles n'ont pas de moyens. Et pourtant, elles ont besoin de beaucoup de choses hygiéniques, comme des bandes hygiéniques et des choses comme ça. Comment voulez-vous qu'elles fassent, ces femmes-là?
Hein. De plus en plus, elles se cachent. Moi, je vous dis, je me cachais puisque personne ne me voyait. Vous savez qu'est-ce que je faisais quand je n'avais pas d'endroit où aller? Eh bien, je prenais le bus de nuit. Je faisais le tour la nuit. Je restais dans le bus pour ne pas être sous la pluie et pour ne pas me faire casser la gueule aux petits voyous. Et je faisais le tour du bus. Donc, je pense que comme on fait le marche solidaire hiver pour voir les gens qui dorment dehors, il faut aussi que la SCAO ou 115, c'est pas moi, l'État, trouve une possibilité pour qu'on puisse essayer de fouiner un peu, fouiller, aller vers ces femmes-là, parce qu'elles se cachent. Donc, en allant vers ces femmes-là, je pense qu'on pourra trouver un moyen de pouvoir sauver le maximum de femmes, parce que les femmes ont honte de se montrer, moi-même en premier. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile. Les abris ne doivent pas être pérennes. Les abris doivent être des endroits mis à l'abri et les mettre là où elles peuvent être vraiment prises en charge. Alors, Merci beaucoup, Marie-Josée. Moi, j'avais une petite question pour toi. Oui. Qui nous remonte d'ailleurs aussi de. Il y a beaucoup de réactions sur le fil autour de, en réaction à ce que tu dis autour de, mais finalement, les structures d'hébergement ou de mise à l'abri qui ne protègent pas suffisamment les femmes devraient être mieux contrôlées. Est-ce que c'est le rôle du SIAO de le faire? Est-ce que c'est le rôle de l'État qui finance et qui pilote quand même ce secteur de le faire? Moi, j'ai une question aussi sur est-ce que d'une certaine manière, la solution n'est pas de massifier la création de places d'hébergement ou de logements dédiés à ce public afin finalement d'éviter que le mélange des publics qui est une source de violence, en tout cas pour les femmes à la rue. C'est une question. Là, disons aujourd'hui, on parle de la SCAO. Si vous voulez, la SCAO, c'est lui qui est en face de nous. On se décharge sur lui. Je sais tout à fait que c'est l'État. De toutes les façons, grand débat, j'avais bien parlé. L'État, c'est l'État qui doit prendre en charge les femmes. C'est l'État. Parce que toutes les associations, ils ont le cœur pour faire quelque chose, mais s'ils n'ont pas le moyen de le faire, comment voulez-vous qu'ils le fassent? S'ils peuvent, la SCAO peut transmettre nos pensées à nous ou apporter notre voix pour dire que les femmes ont besoin que l'État les aide. C'est l'État qui doit nous aider. C'est-à-dire que en amont, parce qu'aujourd'hui, l'histoire des femmes ne commence pas aujourd'hui. Ça fait un moment que ça a commencé. Mais l'État n'a pas de projet. Je n'ai pas vu quelque part où il y a le projet pour les femmes. Il faut qu'ils fassent quand même des endroits, c'est-à-dire que les femmes que la SCAO, le 115 essaie de mettre à l'abri, que ces femmes-là soient vraiment, vraiment, vraiment prises en charge. Ça, je le sais, c'est l'État. Mais comment voulez-vous que je puisse parler à l'État? La personne que je vois en face de moi, c'est la SCAO aujourd'hui. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si vous me donnez l'occasion de voir le ministre de Logement, de voir même M. Macron, eh bien, j'irai voir M. Macron, j'irai voir le ministre de Logement, je lui dirai en face et je lui ferai comprendre la souffrance de la femme. Peut-être qu'eux ne le savent pas, mais ils ont les femmes. Ils ont les femmes. Ils doivent poser la question à les femmes, c'est qui la femme? C'est qui la femme? Et ça, c'est très important. Et je veux dire aussi quelque chose à SCAO, de faire un petit truc comme ça s'est fait il y a 2 ans, par exemple. Aurore a osé le faire. C'est-à-dire prendre un groupe discret de stagiaires qui sont passés dans des structures, peu importe. Là, par exemple, des structures de mise à l'abri, que ces gens-là, ils passent discrètement, poser des questions, savoir comment les gens se portent dans ces genres d'endroits. Est-ce qu'ils sont vraiment bien mis à l'abri? Comment ça se passe et tout. Et ils vont rapporter tous ces résultats
à la SCAO. Comme ça, la SCAO sera au courant des choses qui se passent. Sinon, s'il ne le fait pas, il ne sera jamais au courant de ce qui se passe. Et vers qui allons-nous déverser notre colère? Et vers la SCAO. C'est lui qu'on voit en face de nous. Donc, moi, je vous dis, je suis prête. Si j'ai l'occasion de voir Monsieur le ministre de Logement, Monsieur, c'est pas moi, l'État, eh ben, je suis prête à aller leur parler directement, leur expliquer c'est quoi la femme, qu'est-ce que la femme subit dans le rue. La femme qui fait caca dans le rue, c'est honteux, parce que j'en ai vu. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour ce témoignage et cette expression qui est aussi, tout le monde l'a compris, un cri de colère face à des situations qui sont humainement et socialement intolérables. Je vais passer maintenant la parole à Raymond. On reviendra sur tous ces sujets, Marie-Josée, notamment sur les questions d'hébergement à l'hôtel et comment on peut améliorer l'accompagnement social et la protection des personnes à l'hôtel. Mais je vais passer la parole à Raymond Koller, qui est le directeur du pôle accueil insertion de l'association chrétienne de coordination, d'entraide et de solidarité, association qui est basée à Mulhouse. Alors, Raymond va nous évoquer les possibilités des associations au vu de son expérience, pour finalement contourner ou résister aux injonctions de l'État ou des pouvoirs publics sur les mécanismes de tri, de sélection des personnes donc à l'entrée de l'hébergement. Quels sont aussi les impacts des objectifs de fluidité ou de performance qui ont d'ailleurs été évoqués par William en introduction, sur le fonctionnement des centres d'hébergement et in fine sur la remise en cause de l'inconditionnalité de l'accueil. Et Raymond va également nous indiquer quels sont les dispositifs qu'il a pu mettre en œuvre pour adapter finalement les modalités d'accueil aux besoins des personnes, ce qu'on appelle les publics spécifiques, même si moi j'aime pas trop cette appellation-là, les jeunes, les grands exclus, les publics avec des animaux. Raymond, je te laisse la main. Merci. Rapidement, peut-être pour dire quand même que ce que vous venez de dire sur la place des uns et des autres, elle s'applique aussi à tout le monde. Et depuis de nombreuses années, notre idée, que nous avons dans nos établissements, c'est que tout le monde puisse y être bien accueilli et puisse y rester le temps qu'on trouve une autre solution. Et dans un centre d'hébergement, quand on dirige un centre d'hébergement, ce qui est mon cas, bien avant le SIAO, déjà avec le 115, moi j'ai décidé que tous les établissements d'urgence, alors c'est une décision de directeur et c'est une décision forte, que tous les établissements, de toute façon, il n'y avait pas d'entretien d'accueil. L'entretien, c'était l'entretien du SIAO. Et dans le cas de l'urgence, c'est bien au SIAO de nous orienter quelqu'un. Et quand la personne arrive, on fait un entretien d'accueil, c'est-à-dire on accueille la personne, on lui explique bien sûr les règles, on lui explique qu'elle va peut-être être dans une chambre à 3, à 2 ou dans un studio en fonction de l'établissement d'urgence. Moi, je dirige un établissement, c'est 130 places. Il y en a une quarantaine qui sont du regroupé, c'est-à-dire spécifiquement pour les femmes victimes de violences, pour qu'il y ait aussi de l'accompagnement autour, mais aussi en appartement et aussi, bien sûr, un hôtel social où on accueille les personnes. Alors, on les accueillait avant le Covid à la nuitée, c'est-à-dire c'était aussi de dire, demain, vous allez voir, essayer de trouver une autre solution. Et puis, le 115 nous les orientait le soir. Maintenant, depuis le Covid, on accueille les personnes et on les garde et on se rend compte que ça fonctionne aussi. Donc, moi, ma première entrée, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est au 115. Et puis, quand les SIAO sont arrivés, c'est au SIAO d'orienter les personnes.
C'est vrai que sur l'insertion dans notre département, les personnes sont reçues d'abord par les centres d'hébergement qui reçoivent les demandes, qui ensuite les retransmettent au SIAO, puisque le SIAO, c'est pas automatiquement, et ça c'est un point pour moi important, les SIAO, c'est pas automatiquement un échange supplémentaire au millefeuille. Le SIAO, c'est un service intégré, c'est-à-dire que mon association, mon établissement fait partie du SIAO. Je dois me sentir SIAO autant que je dois me sentir de l'association Accès, parce que si on ne se sent pas de cette organisation, on va mettre en place automatiquement des barrières, hein. On va mettre automatiquement en place des barrières pour recréer une sélection. Et aujourd'hui, sur le département, on n'a pas tout résolu, hein. Pourquoi on n'a pas tout résolu? Parce qu'on continue, nous, on prend que des femmes victimes de violences. Alors, nous, on a ce public spécifique, donc c'est nous qui sommes les spécialistes pour les rencontrer, les autres ne savent pas. Et donc, le travail consiste aussi à se faire confiance. C'est-à-dire que le gros boulot d'un SIAO, c'est de faire de l'animation de réseau et de faire en sorte que les gens se fassent confiance. Et aujourd'hui, il y a une vraie difficulté, par exemple, sur les évaluations sociales qui sont faites, parce que souvent, entre l'évaluation sociale et la manière dont c'est présenté et la manière dont les gens arrivent, on sent qu'il y a un écart. Mais ça ne veut pas dire à aucun moment qu'il faut remettre en place des entretiens et des structures de contrôle et des structures. Vous savez, le naturel, on veut changer et puis on revient tout de suite à remettre des dispositifs comme ça qui referment un peu les choses. Et moi, je suis assez attentif au fait que non, les personnes qui sont accueillies doivent être accueillies et ensuite on avance. Mais c'est vrai, et là-dessus, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, et c'est pas puisque je suis en Alsace et qu'en Alsace on marche droit, hein, c'est pas seulement le cas, mais mais notre DDCS, la préfecture, elle nous a interdit très officiellement de prendre des personnes à droit incomplet dans les CHRS. Alors du coup, elle a dit, mais dans les stabilisations, vous pouvez, à condition qu'on vous donne l'autorisation. Donc, on est passé sous tutelle quelque part, c'est-à-dire que pour ce public spécifique à droit incomplet, on nous a dit, il faut d'abord demander l'autorisation, comme s'il y avait un super travailleur social à la DDCS qui, lui, était en capacité de juger du bon et du mauvais fonctionnement. Je sors d'une rencontre avec la DDCS il y a une quinzaine de journées où je me suis fait un peu taper sur les doigts puisque j'ai décidé, vous savez, on a un centre pénitentiaire qui va ouvrir dans quelques semaines. On a les 2 maisons d'arrêt où il y a autant de détenus que de rats, donc ils se sont dit on va peut-être les fermer et on va faire un nouveau centre pénitentiaire. Donc on s'est dit 700 détenus qui arrivent d'un coup sur le territoire, il faut aussi pouvoir les accueillir et de mettre en place des appartements avec des publics spécifiques. Et très rapide, on s'est fait un peu taper sur les doigts parce que non, le public spécifique, ce n'est pas la bonne chose. Il faut d'abord prendre les personnes. Et de toute façon, les personnes à droit incomplet, à la limite, on les met à l'hôtel, hein, puisque effectivement, en temps de pandémie, on met tout le monde à l'hôtel. Hein, ça c'est pas le souci. Mais on bloque quelque part ces publics. Et puis, on sent bien que la pandémie, à un moment donné, elle va s'arrêter et on va devoir remettre des personnes, le refaire sortir. On était à peu près à 150 personnes à l'hôtel. Aujourd'hui, on a fait une étude, nous, rapidement, les associations tous ensemble. On avait 532 personnes à l'hôtel, 532 personnes en urgence, soit 362 ménages. Hein. Et ce qu'on s'est rendu compte en faisant un peu cette étude, c'est que 167 ménages étaient des ménages qui, quoi qu'il arrive, ont des droits, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des publics à droit incomplet. Et déjà là, on a un gros travail à faire ensemble, c'est-à-dire comment moi je fais sortir ces personnes vers le logement, puisque soit ils ont des droits ouverts, soit ils ont des droits à ouvrir, mais là, on devrait pouvoir s'appuyer sur la politique de logement. Et Mulhouse, le bonheur absolu, hein, Mulhouse, hein, le bonheur absolu à Mulhouse, c'est que vous avez des logements vides. Et ben, comment on fait le lien entre ces logements vides et les personnes à la rue? Ben, ça ne se fait pas automatiquement. C'est-à-dire que même, et on est territoire logement d'abord, donc on travaille tous ensemble, et ben, encore aujourd'hui, on a des difficultés. On a
potentiellement 5 000 ou 6 000 logements vides et on a potentiellement 500 personnes à héberger. Donc, je ne veux pas faire un truc mathématique, mais globalement, on aurait les réponses. Ce qui manque aujourd'hui, et moi je le dis très clairement, c'est la volonté politique, c'est-à-dire à la fois chacun il va y mettre du sien pour bloquer un peu les choses. Et de notre côté, nous on dit, eh ben non, on ne va pas sortir ces 167 ménages pour les remettre à la rue ou pour les remettre en squat ou pour les remettre dans des situations difficiles. Il faut absolument qu'on se mette maintenant autour de la table et que chacun puisse dire, ben voilà, on prend un logement, on met une personne dedans et on l'accompagne. Et ça demande quelque part que toutes les parties prenantes de l'action sociale, les villes, le département et l'État se mettent autour d'une table. Dans notre calcul, on avait aussi effectivement, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est surtout le public isolé qui est en difficulté. Hein. On a 239 hommes et 49 femmes, hein, donc il y a quand même encore des femmes sur ce dispositif et quelques familles. Et ce qu'on dit aussi, c'est que donc si je prends mes 167 ménages, hein, qui sont 46% des gens hébergés en urgence, pourraient rentrer en logement directement. Les autres, ils sont à droit incomplet. Mais c'est quoi les droits incomplets? Aujourd'hui, alors il n'y a personne de l'État autour de cette table, mais je rappelle que c'est au préfet de prendre des décisions. Aujourd'hui, c'est presque impossible de faire partir des gens du département vers les pays. Les frontières sont fermées dans les deux sens. On a quelques ouvertures avec les pays de l'Est, mais le reste est fermé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer des gens. Donc, il suffit simplement de donner aux personnes des droits et de faire en sorte qu'ils puissent être hébergés. Et on est dans un département où la préfecture est très, comment je pourrais dire ça, très sanctionnante. Elle est très, très fermée sur les questions de l'asile. Voilà. Et on sent bien qu'à côté de notre dispositif, il y a un dispositif asile qui continue à fonctionner comme si de rien n'était. Et ben moi, je pense aujourd'hui que c'est du côté de la préfecture. Et ensuite, qu'est-ce qui bloque à l'inconditionnalité? Ce qui bloque principalement l'inconditionnalité, c'est la fluidité. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut être performant et fluide. Ma dernière rencontre avec l'État, c'était de dire vos travailleurs sociaux sont bien trop gentils, c'est eux qui ne veulent pas laisser partir les personnes vers le logement. Et ben moi, aujourd'hui, je dis que chaque situation, il y a des problématiques et il faut accompagner ces gens dans toutes ces problématiques-là, problématiques parentaux, etc. Sauf qu'on voudrait faire descendre, et on sent ça depuis une dizaine d'années, c'est vous mettez en logement, on évite de passer dans l'hébergement, il faut mettre en logement, il faut mettre en logement. Et derrière, on ne voit pas le travail qui est fait. Or, aujourd'hui, pour moi, la première chose, c'est qu'on puisse travailler situation par situation et qu'on emmène ces situations, et c'est ce qu'on a fait, nous, ce qu'on fait régulièrement dans le bureau. On continuera à accompagner les personnes, et quand ils sont à droit incomplet, ben, ils restent dans nos centres. Ils restent bloqués dans nos centres parce que la seule chose pour permettre à ces gens de sortir, c'est qu'ils aient des droits. De toute façon, on ne peut pas les raccompagner, ce n'est pas possible. Parfois, il y a des problèmes. On a par exemple, et je terminerai là-dessus, on accueille des femmes avec des enfants qui sont là depuis maintenant presque 3 ans dans nos centres d'hébergement, simplement parce qu'ils ont des enfants de parents français, et où la préfecture refuse simplement de leur donner en disant ben, vous avez des parents d'enfants français, vous devez avoir des papiers. Et eux cherchent le mariage blanc, cherchent toujours derrière, et ces gens sont toujours chez nous. Et on a assisté aux naissances, bientôt on va assister à la première communion. Enfin, voilà, et on continue à accompagner les personnes parce qu'on ne peut pas les faire sortir tant qu'on n'a pas d'autres solutions. Et c'est ça qui bloque aujourd'hui aussi notre dispositif. Les réponses, elles sont aussi du côté, en tout cas, du préfet, si je ne dirais pas seulement de la DDCS, mais aussi du préfet, pour la politique d'immigration. Elle appartient à des ministres, mais derrière, il y a des hommes et des femmes qu'il faut savoir accueillir. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Raymond. Je crois qu'on reviendra hein, dans la discussion sur les questions évidemment cruciales d'accès au séjour, d'accès au titre pour les personnes hébergées ou pour les personnes à la rue, qui conditionnent souvent les possibilités évidemment d'accès à l'emploi, à des ressources stables et au logement.
On va passer maintenant à un duo qui nous vient de Toulouse, avec Christophe Josien, qui est le directeur du SIAO et de la veille sociale de la Haute-Garonne, qui est géré par le CCAS de Toulouse, et Annabelle Quillet, qui travaille également au SIAO, qui est sociologue, hein, va nous expliquer d'ailleurs ce que recouvre cette mission. Et le SIAO de Haute-Garonne souhaitait, je crois, s'exprimer sur d'abord l'impact de la crise sanitaire sur les possibilités d'accueil et d'accompagnement des publics à la rue, avec, on le verra, hein, plusieurs séquences. Une séquence assez dure au mois de mars avec des accueils de jour, notamment qui ferment ou qui réduisent leurs activités, et puis une politique d'ouverture massive de places d'hébergement ou de mise à l'abri, notamment à l'hôtel, qui a permis à Toulouse, mais aussi sur beaucoup d'autres territoires, d'héberger des personnes qui ne l'étaient pas précédemment. Christophe, je vous laisse la parole. Merci de nous inviter effectivement sur cette table ronde. Donc bonjour à tout le monde et bonjour à tous. Effectivement, c'est très très riche et ça m'amène quelque part à revisiter un peu notre intervention, puisque dans notre intervention, bien sûr qu'il y aura un focus fait sur ce qui s'est passé dans la Haute-Garonne, ce qu'on a vécu un peu Breaking Bad, et je commence tout de suite, mais surtout la nécessité en tout cas de porter collégialement à SIAO, et je rejoins M. Keller tout à l'heure quand il dit qu'effectivement, si on ne veut pas, entre guillemets, subir un SIAO, il faut le vivre, il faut être de la partie, vivre et être SIAO, effectivement. Nous, ce qui est important de savoir ici à Toulouse, et je vais peut-être commencer par là, si on arrive effectivement à faire poids et à faire impact auprès de l'État, des services de l'État, pour maintenir une inconditionnalité et des continuums, comme disait tout à l'heure M. Martinet, en tout cas sur les droits, c'est de porter le SIAO tous ensemble, entre le CCS, qui est historiquement un des porteurs de la veille sociale, mais également un collège associatif, mais également aujourd'hui le CD, qui est partie prenante dans le fonctionnement et dans le financement du SIAO et de la veille sociale de Garonne. Et voilà, on fait à chaque décision de l'État de remettre des personnes de manière massive à la rue, comme ce fut le cas au mois d'août, autour de 23 familles. On fait poids avec les assos, avec les fédés aussi, avec la FAS, pour effectivement voilà, être collectivement solidaires, en tout cas du SIAO, et des familles à remettre à la rue. Et force est de constater qu'au mois d'août, sur les 23 familles pour lesquelles l'État avait décidé une fin de prise en charge, il n'y en a eu aucune. Alors, qu'est-ce que c'est la Haute-Garonne pendant il y a un an précisément, et du coup, ça nous rend un peu nostalgique. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse? C'était tout de suite fermeture des sanisettes, des points douches, des points d'eau pour les grands marginaux, des accueils de jour qui fonctionnaient en demi-teinte, un desserrement, un allègement des structures qui a rendu les intégrations dans les structures impossibles, des entrées chez les bailleurs qui ont été totalement gelées. Donc voilà, c'était une fermeture de grands lieux d'accueil aussi, comme le CD, la CAF, la CPM, qui ont effectivement travaillé en demi-teinte. Nous, et je le dis tout de suite, et c'est l'intro, en tout cas c'est même le cœur de notre intervention, c'est ce que disait tout à l'heure effectivement M. Martinet sur la stabilité des équipes. Et je suis venu ici avec Annabelle, qui vous parlera effectivement de cette inconditionnalité, de la volonté de maintenir un accueil, une intervention autour des plus marginaux. Donc effectivement, renforcement des maraudes. Notre équipe de rue, avec quelques équipes de maraudes, était la seule le 16 ou 17 mars à répondre à qu'est-ce que c'est que la Covid, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on sera mis à l'abri, est-ce qu'on peut bouffer, est-ce qu'on peut boire, est-ce qu'on peut uriner, enfin tout ça, tous les besoins vitaux en tout cas à prendre en compte. Et effectivement, on était content d'avoir les assos avec nous, d'avoir les fédérations pour faire voilà corps et dire à l'État c'est pas possible, on ne peut pas en rester là. Donc l'État a fait marcher quelque part avec nous encore la machine à billets ici à Achy, c'est l'hôtel. Voilà, c'est simplement, on est parfois décrié au niveau national, mais ici tout est saturé concrètement sur l'hébergement et pourtant on effectue un travail de fluidification à travers le logement d'abord et autres. Mais voilà, donc on a eu en gros 700 places de créées, 200 places sur des dispositifs spécifiques un peu CHU, pilotés par des associations, et nous, SIAO, on a mis à l'abri 500 personnes, clairement, dont 60 marginaux. Et force est de constater qu'il n'y a pas eu de dégradation massive des hôtels, qu'effectivement, il a fallu, et là, on a innové beaucoup avec les Carrues d'ici, comme un peu d'autres expériences dans le Nord-Pas-de-Calais à l'époque, où effectivement, on se rend compte que c'est un dispositif hôtelier au bas seuil. Et je rejoins Mme Ketty tout à l'heure, on ne peut pas, sur les dispositifs d'urgence, laisser les personnes évoluer. On sait l'inconfortabilité, ou je ne sais pas, le manque de confort, en tout cas, des dispositifs d'urgence. Et l'hôtel, c'est encore plus criant. Nous, à Toulouse, on a 2500 personnes encore hier soir à l'hôtel. Donc, qu'est-ce qu'on a fait?
on a développé un accompagnement global avec Médecins du Monde, par exemple, pour alimenter, veiller aux gestes barrières, veiller effectivement à ce qu'il n'y ait pas trop de résonance, en tout cas de cette crise et du confinement pour les familles et les enfants à l'hôtel. Donc, on a mis en place une équipe mobile, hôtel, qui aujourd'hui est pérennisée, avec aussi des infirmiers et des infirmières, pour apporter la mise à l'abri inconditionnelle, c'est super. Par contre, là où on se bat, en tout cas avec les associations, pour faire poser quelque chose dans la balance, c'est dire oui, accueil inconditionnel, mais l'accompagnement aussi doit être inconditionnel. Sinon, ce serait assez facile de dire que l'État puisse dire, voilà, on a mis tout le monde à l'abri, c'est bien la mise à l'abri à 40-45 000 euros par nuit, ça a un coût, mais si on peut financer de l'accompagnement pour que les gens tiennent sur les dispositifs, voilà. L'inconditionnalité, oui. Continuum, comme disait tout à l'heure M. Martinet, droit au recommencement, Annabelle en parlera. En tout cas, voilà, ce qu'on a quand même initié timidement, autour de 30-40 personnes aussi, parce que la mise à l'abri hôtelière, c'était une bonne chose. Il restait les grands marginaux, ce qu'on appelle nous ici les punks à chiens, avec consommation de produits. Donc, on a développé ce qu'on appelle les espaces verts, les campings, permettant d'accueillir une trentaine de personnes avec des consommations, avec des chiens, avec ce qu'ils sont, avec leurs stigmates. Et Madame Kier reparlera des stigmates. Et ce qu'on a permis aussi avec le CARU d'ici Clément Cisor et Modus Vivendi, c'est aussi des campagnes avec des plaquettes, permettre aux personnes de consommer là où elles étaient dans les centres d'hébergement pour éviter effectivement parfois des phénomènes de violence associés. Voilà, donc notre maître mot, c'est inconditionnalité, oui, continuum, droit au commencement aussi. Et il n'y a pas d'accueil inconditionnel en hébergement si on ne favorise pas à un niveau local, dans la proximité, un accueil inconditionnel, travaillant autour des stigmates, de la violence et de ce qu'est la personne à un instant T. Et là, je laisse la parole à ma collègue qui est venue avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde. Alors, donc, effectivement, moi, le SIO de Toulouse est doté d'un accueil physique pour les personnes SDF, donc un PAIO, un pôle d'accueil d'information et d'orientation. Donc, c'est en amont de l'hébergement. Hein. Donc, cet accueil se veut inconditionnel. Je vais essayer de synthétiser tout ça en quelques minutes. Je vais, dans mon déroulé, aborder les éléments inconditionnels de l'accueil et ensuite la posture du travailleur social, en lien avec le concept du stigmate d'Irving Goffman et de l'identité réelle. De là découle la relation entre le stigmatisé et le normal dans le travail social et le hors-cadre pour sortir de cette impasse. Tout d'abord, les définitions rapides de l'inconditionnalité. La première, qui n'est pas conditionnelle, qui n'est assortie d'aucune condition. Et la seconde, qui approuve, suit, soutient sans condition. Nous retiendrons les deux. C'est bien parce que nous accueillons sans condition que nous suivrons et soutiendrons ensuite sans condition la personne, là où nous mènera la rencontre. D'abord, les éléments inconditionnels de l'accueil. Donc, cela se décline de différentes manières. Tout d'abord, l'accessibilité géographique sur un mode d'entrée porte ouverte et sans rendez-vous. C'est aussi porter l'attention à la salle d'attente et en dehors. S'assurer que personne ne manifeste des signes inquiétants de gêne ou d'agressivité quand elle attente trop longue dans un lieu souvent bondé et clos. Auquel cas, la personne sera reçue en priorité ou sur le trottoir si l'entrée est repérée comme impossible. C'est le droit de ne pas se présenter à plusieurs rendez-vous, à un ou plusieurs rendez-vous, sans qu'il y ait de conséquences de la rencontre future. C'est aussi la possibilité de changer d'interlocuteur, de travailleur social, sans avoir à se justifier. On parle ici de rencontres humaines qui, par définition, ne sont pas mécaniques. C'est la libre venue sans engagement de revenir. C'est important de souligner ce point parce que ça met le travailleur social dans une posture où c'est lui qui devra s'adapter dans le but de donner envie à la personne de revenir. Donc, la posture de travailleur social pour que l'inconditionnalité soit efficiente. Il s'agit de prendre en compte les personnes comme elles sont et comme elles se présentent. Nous recevons des personnes porteuses de stigmates. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stigmate? D'après la définition d'Irving Goffman, c'est un attribut physique ou comportemental qui entraîne un discrédit sur la personne et provoque bien souvent un rejet. Il s'agit alors, dans cet accueil inconditionnel, d'éviter de reproduire malgré nous des phénomènes de rejet. On sait que ces personnes souffrent de rejets répétés, c'est pourquoi nous devons déconstruire ce rapport au stigmate. Cela semble banal, mais en vrai, cela demande une attention particulière lors des rencontres. Prenons l'agressivité ou la violence. Ce sont deux stigmates particulièrement rejetants. Qu'est-ce qu'on entend par déconstruire son rapport au stigmate? Cela est valable pour le travailleur social, mais aussi pour la personne. Pour arriver à ne pas résumer la personne à son stigmate, donc ici à sa violence, pour ne pas l'enfermer dans la catégorie personne violente, parce qu'elle a pu déjà être exclue de différentes institutions ou services sociaux,
c'est ne pas réagir comme elle en a l'habitude. C'est comme ce qu'elle s'attend à provoquer chez l'autre, c'est-à-dire ne pas réagir avec de la peur, mais de l'écoute et de la bienveillance. Ceci n'est réalisable qu'en travaillant dans une équipe soudée qui a des codes de communication rassurants et solides. Comment en sommes-nous arrivés là? C'est parce qu'une personne stigmatisée des plus violentes nous l'a simplement expliqué, que nous l'avons reproduit et que nous l'avons donc théorisé. La violence est une manifestation bien souvent de la souffrance. Quand elle se manifeste, elle n'est pas maîtrisée. Elle fait souvent très peur à la personne dite violente. Voir de la peur dans le regard de l'autre ouvre la porte à un passage à l'acte potentiel. Le regard bienveillant renvoie de la confiance et en général rassure. C'est voir la personne au-delà de sa violence, au-delà du stigmate. C'est porter une attention à la personne dans le but de voir ou d'entrevoir son identité réelle, avec ce qu'elle voudra bien nous laisser voir. Avec l'expérience, nous arrivons à découvrir ensemble la manifestation de l'identité réelle, positive, au-delà de tous les stigmates et des représentations parfois négatives, conséquences de discrédits réitérés que les personnes ont intériorisés. C'est une bienveillance positive inconditionnelle. J'ai pris l'exemple du stigmate de la violence, mais cela aurait pu être celui de l'autodestruction, qui renvoie à la mort ou à notre impuissance, celui de la folie, du migrant, du sans-papier, etc. L'identité réelle est celle que la personne acceptera de nous montrer et qu'elle voudra que nous retenions. Cela passe aussi, non pas par une évaluation, entre parenthèses, mesurer la valeur, terme peu approprié à nos yeux, mais par un recueil de données et d'informations, encore une fois, que la personne acceptera de nous confier dans le but d'une analyse conjointe de la situation. Ces inductions partagées permettent également de nouer une relation de confiance. Et à partir de ce moment-là, tout est ouvert, tout devient possible. Cela veut dire que les limites dans l'accompagnement social sont fixées entre les acteurs engagés dans la relation, qu'elles soient ponctuelles ou sur la durée. C'est là que nous pouvons introduire la notion du stigmatisé et du normal, terme toujours emprunté à Erving Goffman, et considérer la rencontre dans ce service social entre la personne accueillie et le travailleur social comme une interaction entre le stigmatisé et le normal. C'est ici que la posture du travailleur social va intervenir dans le maintien ou pas de ce rapport de domination structurelle et sociétale. Au-delà de l'accueil inconditionnel, on peut parler de maintien du lien qui ne doit pas être conditionnel. En d'autres termes, l'intérêt supérieur de la relation doit être le maintien inconditionnel du lien. À cet égard, il faut que le normal fasse stigmatiser, donc que la normalité représentée par le travailleur social puisse se décaler aussi de certains attributs. Pour cela, le travailleur social est en capacité de sortir de son cadre d'intervention institutionnelle quand cela est nécessaire. Ce pas de côté est d'autant plus important dans la création d'un lien de connivence. On peut le voir comme une sorte de test de la solidité de l'engagement du travailleur social. La confiance se gagne, et ce n'est pas toujours chose simple, avec certaines personnes qui ont subi trop de ruptures. Le concept du hors-norme est aussi là pour répondre et dépasser le sentiment d'impuissance du travailleur social, qui travaille avec peu de moyens, mais c'est un autre sujet. Sortir du cadre, c'est quoi? Il y a plusieurs niveaux. Nous prendrons ici l'exemple de deux hors-cadres, l'un habituel, l'autre exceptionnel. Par exemple, une dame avec qui la relation a été longue à se mettre en place a confié un jour un barbecue au service qu'il a dû précieusement garder dans les locaux. On peut penser que cette demande a été rendue possible par l'assurance que nous l'accepterions. Donc, l'évaluation par la personne, que notre capacité à sortir du cadre lui assurait de ne pas essuyer un refus. Ou encore, la fois où un travailleur social s'est fait envoyer de l'argent par un inconnu pour ensuite aller le récupérer à la poste avec la personne accueillie qui n'avait plus de CNI. Le hors-cadre permet de régler parfois rapidement des situations inextricables, un petit pas de côté qui peut être d'une grande aide. On peut penser que si le normal s'autorise à ne pas coller aux attributs qu'on lui confère, le stigmatisé, par conséquent, peut s'autoriser à exister hors de ces stigmates. Les attributs de la normalité peuvent eux aussi entraîner un rejet de la part du stigmatisé. Je termine. Accueillir, recevoir les personnes comme elles sont et avancer auprès d'elles au-delà des stigmates et des normes peut poser ensuite un problème dans leur orientation. Ces personnes qui ne rentrent pas toujours dans les cases devront pourtant répondre à des critères d'accès à l'hébergement d'urgence ou à l'insertion. Ces rencontres inconditionnelles permettent de créer un lien, de devenir repérantes et parfois étayantes. C'est un repère dans les rencontres et les relations futures. Arriver à se définir et à se penser au-delà de ces stigmates peut permettre de se décaler face à de nouveaux rejets. Ne pas avoir à se réadapter, à nier son identité réelle, utiliser son libre arbitre en faisant l'analyse que c'est le normal qui maintient un rapport de domination et ne le voit que rapport au stigmate. Nous pouvons introduire ici la notion du référent parcours. Il reste fixe dans l'espace et dans le temps, il est choisi par la personne,
Il est le fil rouge, le repère, la mémoire du parcours auprès des différents intervenants qu'il rencontrera dans son cheminement. Il peut être là pour rassurer la personne, mais aussi pour assurer la structure d'hébergement ou de logement. Cela évite de repartir de zéro et éventuellement de reproduire une répétition de rupture. Merci. Merci Tout beaucoup simplement pour cette pour intervention. remettre un... Je veux juste 30 secondes, voilà. indiquer Ouais. que parce que je suis aussi le maître du temps et que nous avons encore une intervention avant les questions. Donc, allez-y, Christophe, mais juste un mot. Alors, juste ça, juste un mot, c'est pour dire que depuis quelques années, et ça se précipite, l'État souhaite diminuer, voire même annihiler cet accueil en disant que le PAIO n'est pas un SAO, n'est pas une mission régalienne. Et nous, on se bat à travers aussi les compétences et la stabilité des équipes, et ce qu'a dit Annabelle, pour maintenir un accueil inconditionnel de proximité, parce que s'il n'y a pas un accueil en proximité, et si on fait déjà un premier tri, forcément, ce qu'on enverra sur les structures sera largement trié. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on reviendra de toute façon dans les questions sur le fonctionnement de la plateforme d'accueil inconditionnel que vous avez mise en œuvre sur Toulouse. Dernier intervenant, en tout cas dans cette première vague, sera René Dutray, secrétaire général du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le HCLPD. René va nous préciser, alors va nous rappeler d'abord comment le principe d'accueil inconditionnel finalement s'inscrit dans la logique dans le système de valeurs du droit au logement. René va aussi nous préciser comment, puisque le Haut Comité a fait de nombreux rapports sur la question de l'inconditionnalité et de son respect ou pas sur les territoires et sur les conséquences pour les publics concernés. Donc, il va aussi nous faire part de ses observations de terrain et nous préciser quels sont les outils juridiques mobilisables aussi bien par les associations que par les personnes concernées pour, en cas de violation du principe d'accueil inconditionnel, faire respecter ses droits et le faire peut-être en lien avec l'action des SIAO. René, c'est à toi. Merci Florent. Donc, pour présenter le Haut Comité au logement des personnes défavorisées, donc, nous sommes un organisme créé en 1993 à la demande de l'abbé Pierre, attaché au service du Premier ministre, pour porter toute préconisation et toute proposition sur le sujet du logement. À ce titre, nous réalisons également le suivi du droit au logement opposable. Et donc, nous sommes un organisme d'État c'est quelque chose de très rare d'ailleurs, avec une indépendance de parole qui nous est chère et que nous essayons d'utiliser au mieux. Alors, oui, la commande de cette intervention, la commande, Florent, elle est très, très large. Pour commencer en termes de valeur, cet article du CSF de l'accueil inconditionnel, c'est bien sûr cette valeur qui traverse toute la société depuis toujours, qui est la valeur d'accueillir. C'est une valeur, je dirais, fondamentale de solidarité de notre société. Accueillir le sans-abri, accueillir la personne qui a faim, accueillir l'étranger, c'est même, je dirais, la place de l'étranger, l'assiette de l'étranger prévue, je dirais, pour l'accueillir. Et cette valeur, en fait, effectivement, elle a trouvé cette traduction juridique dans le Code de l'action sociale et de la famille. Mais cette valeur, je dirais, sa légitimité est extrêmement importante. Et d'ailleurs, l'abbé Pierre le disait à l'époque, il y a une loi avant les lois. Pour venir en aide à un humain sans toit, sans pain et privé de soins, il faut braver toutes les lois. C'était des sorties de l'abbé Pierre sur ce sujet. Tout cela pour dire que cette valeur, elle est éminemment légitime, éminemment centrale pour faire société. Elle a été traduite dans le Code de l'action sociale et de la famille. Et ce qui est intéressant de voir, c'est dès qu'elle a commencé à être inscrite dans le droit, en fait, on a commencé à y poser des conditions. C'est une immense avancée, l'inscription de l'accueil inconditionnel dans le Code de l'action sociale et de la famille. Mais même en lisant l'article, toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, ça voudrait déjà dire qu'une personne sans abri ne pourrait être pas obligatoirement en situation de détresse psychique, médicale ou sociale.
Et quelque part, dès la rédaction de cet article, on y a déjà posé une condition. Et ces conditions, aujourd'hui, elles se multiplient, je dirais, à tous les niveaux de sa mise en œuvre. Elles se multiplient déjà au niveau de la jurisprudence, parce que les juristes là sont assez forts, parce que dans le terme accueil inconditionnel, c'était quand même assez fort d'y fixer des conditions. Moi, je ne suis pas juriste, mais rien qu'en termes de langage, ça pose quand même un problème. Et les premières conditions qui ont été fixées par la jurisprudence, effectivement, c'est de considérer, et peut-être les jurisprudences qui peuvent remonter, que, l'État a mis tous les moyens dont il disposait pour atteindre l'objectif, mais n'ayant pas les moyens, il n'est pas responsable, ce qui entraîne de nombreux refus de référé liberté. Ou deux, l'estimation du niveau de la vulnérabilité de la personne, qui devient une véritable machine à trier, puisque l'accès en fait, au droit et l'accès au droit devient la variable d'ajustement de l'absence d'offre. C'est-à-dire qu'au lieu d'augmenter l'offre, l'accès au droit devient une immense machine à trier, avec quelquefois une perte de sens absolue. Donc des conditions au niveau de la jurisprudence, et après des conditions dans sa mise en œuvre au quotidien, par exemple par les commissions de médiation du droit au logement opposable. Ces conditions, elles sont assez pernicieuses. Elles viennent aussi du fait d'une certaine stigmatisation des personnes sans-abri, des personnes pauvres en général, où on va contrôler en demandant de multiples pièces, ce qui, par principe, sur des personnes en errance, est très difficile à se fournir. Et d'ailleurs, en dehors de tout cadre légal, parce que normalement, pour un recours d'AO, il faut très peu de pièces, il faut juste pouvoir prouver son identité et même encore d'ailleurs. Et aujourd'hui, on voit certains territoires, par exemple, qui demandent des preuves de volonté d'insertion dans la durée, par exemple sur le territoire de l'Isère. Donc, on a posé ce principe dans le droit, et en fait, on a l'impression que toute la machine s'est mise à poser des conditions, des conditions, des conditions, et que, encore une fois, cette restriction de l'accès au droit est vraiment la variable d'ajustement de l'absence de l'offre. Alors, c'est là où l'enjeu de l'accès au droit est éminemment central, et l'accès au droit aujourd'hui pèse de plus en plus principalement sur le milieu associatif, puis on a même un responsable de l'association me disait, on a l'impression d'être des terroristes quand on fait de l'accès au droit quelquefois. On nous dit, vous êtes trop militant, ou vous risquez de faire condamner l'État. Voilà, l'accès au droit devient une activité presque subversive aujourd'hui, parce qu'effectivement, étant la variable d'ajustement entre l'offre et la demande, la puissance publique est fortement tentée de limiter son accès. Alors, le problème de limiter l'accès au droit, c'est que c'est une fabrique à non-recours, massif. C'est-à-dire que déjà que c'est un parcours du combattant d'accéder à ses droits, et à chaque fois on rajoute une condition, bien sûr, on écarte un peu plus des gens de l'accès au droit. Et on est comme dans une situation assez inquiétante où on a toute une partie de la population qui a disparu des radars parce qu'elle n'exprime plus de demande. Et c'est très grave pour faire société, déjà, qu'une partie de la population est décrochée et ne fasse plus valoir ses droits. Et c'est très grave aussi parce que les politiques publiques sont très souvent calées par rapport à l'expression de la demande. Et donc, on est face à une invisibilisation d'une population et d'un problème qui est absolument dramatique. Je me rappelle très bien une visite dans un service déconcentré où on montrait une courbe des personnes isolées qui appelaient le 115 qui baissait. On me disait, voilà, vous voyez, la situation est en train de s'améliorer, on a moins d'appels des personnes isolées au 115. Voilà, c'est une immense fabrique à non-recours. Ça invisibilise et donc ça empêche le calibrage des politiques publiques. Et comme l'outil qui devrait contrer cette situation, qui est l'outil d'observation est également défaillant avec cette dernière enquête sans-abri de 2013. C'est quand même fou de penser que la dernière enquête sans-abri date de 2013, alors qu'entre-temps, il y a eu un petit sujet qui est la crise migratoire et l'arrivée des personnes exilées qui ont quand même largement changé la donne. Et donc, cet enjeu d'accès au droit, il est absolument essentiel. Et c'est vrai que sur le recours, entre autres, d'allo hébergement, la situation est assez dramatique parce que même si ce recours, bien sûr, dans sa mise en œuvre, n'est absolument pas parfait, entre autres du fait de sa temporalité. Personne ne sait pas où elle va dormir le soir même, et c'est 6 semaines d'instruction et 6 semaines pour avoir une proposition. Le problème, c'est que la loi DALLO, à l'époque, quand le législateur l'a votée, il savait très bien qu'au lendemain du vote de la loi DALLO, il n'y allait pas avoir l'offre de logement et l'offre d'hébergement disponible.
D'ailleurs, certaines personnes disaient « faisons d'abord l'offre et après inscrivons le droit dans la loi ». La volonté à l'époque, c'était vraiment que le DALO soit, par son effet levier, soit une pression sur les politiques publiques par le risque de la condamnation. C'est vraiment ça l'esprit de la loi DALO. C'était quelque part de contraindre la puissance publique par le risque de la condamnation à mettre en œuvre une politique à la hauteur des besoins. Et donc, le fait qu'il y ait moins en moins de recours DALO, et entre autres de recours DALO hébergement, ce que je comprends tout à fait en me plaçant, et pour avoir très souvent parlé avec des SIAO, ou dans certains territoires, si on prenait tous les DALO hébergement, en fait, il n'y aurait plus de priorisation à faire. Mais le fait que ce recours soit de moins en moins utilisé, déjà, c'est un droit qui a été conquis et qui risque à tout moment de disparaître. Et surtout, ça annule complètement l'effet levier et complètement la pression sur l'État. Ce qui, sur le DALO logement, a pas fonctionné parfaitement, parce que la situation n'est pas parfaite. Mais sur le DALO logement, chaque année, il y a eu des offres de logement mobilisées pour augmenter l'offre. Les 25% d'action logement pour la loi MOL en 2009, les logements conventionnés de l'ANA, aujourd'hui tous les seuils de 25% destinés au public, d'attribution de logements sociaux destinés au public DALO est prioritaire. On voit bien que sous la pression des condamnations, l'offre a été élargie. Ça n'a absolument pas été le cas sur le DALO hébergement, et principalement, et on le comprend très bien, une personne qui a déjà fait un parcours du combattant et qui est dans une situation de vulnérabilité et en situation de rue, et par manque d'accompagnement également, ne va pas aller jusqu'au contentieux. Alors, on ne résoudra pas le problème de l'accueil inconditionnel strictement par une politique d'hébergement. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, c'est vrai que l'hébergement est vraiment le réceptacle de dysfonctionnement de nombreuses autres politiques publiques. Le premier dysfonctionnement, bien sûr, c'est la déconnexion entre les revenus des ménages et les loyers pratiqués dans les grandes métropoles. Là, on est face à une machine, je dirais, à exclure et à créer du mal-logement. Voilà, vous prenez une courbe des revenus, l'évolution des revenus, vous prenez une courbe de l'évolution des loyers, et vous voyez bien qu'on pourra mettre en place tous les plans de prévention, d'expulsion, on pourra créer toutes les places d'hébergement. C'est une telle machine à exclure que si à un moment on n'intervient pas, soit sur le revenu, je dirais, et le revenu, ça veut dire par exemple ne pas baisser les APL, ça veut dire par exemple consolider les aides sociales et pourquoi pas aller vers un revenu universel, soit intervenir sur les loyers et reconnecter les loyers dans le parc privé, ça veut dire un encadrement strict des loyers et appliqué et mis en œuvre avec des sanctions dans les centres-villes, mais ça veut aussi dire une reconnexion des loyers du parc social. Aujourd'hui, 70% de l'offre de construction neuve du parc social sort au-dessus des plafonds de l'APL. Et le nombre de logements PLAI, par exemple, programmés dans les derniers engagements du gouvernement, à 45 000 par an, quand on sait qu'il y a à peu près 1,6, 1,4, 1,5 millions de personnes sur le fichier de demandeurs de logement social qui sont sous les plafonds de revenus du PLAI, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà, donc le premier point, c'est bien sûr comment reconnecter les loyers et les revenus des ménages. Mais dans l'hébergement, bien sûr, on trouve aussi, je dirais, tous les autres dysfonctionnements des autres politiques publiques, probablement reliés à l'hébergement. Le sous-dimensionnement de la politique d'asile, bien sûr, pas assez de place en CADA, ça se rabat sur l'hébergement. Bien sûr, le sujet des personnes au droit incomplet. Et récemment, le SAMU social de Paris me dit qu'il s'occupait d'une famille depuis 4 ans à l'hôtel à droit incomplet, que pour ce prix-là, ils auraient pu lui payer un pavillon à Créteil. C'est-à-dire que là, quand même on sort de toute logique humaine, mais qu'on va même sur la stricte logique économique, la non-régularisation de ces personnes bloquées en hébergement est quelque chose d'absolument dogmatique et il faut la réaliser. J'ai envie de dire pas pour une quelconque idéologie, mais parce qu'on marche absolument sur la tête en termes de coûts d'argent public. Donc, demandeurs d'asile, CADA, personnes sans papier, et puis après, toutes les sorties, sorties de l'ASE sèche à 18 ans, sorties de prison, sorties d'hôpital psychiatrique. Et donc, pour pouvoir, je dirais, mettre en œuvre et respecter l'accueil inconditionnel, il va falloir, je dirais, un plan intervenant sur toutes ces dimensions, aussi bien en partant bien sûr de la reconnexion des revenus et des loyers des ménages, mais aussi sur tous ces autres points pour faire que ceci ne se reporte pas systématiquement sur l'hébergement. Et donc, oui, ça demande de sortir de l'urgence, parce qu'aujourd'hui, bien sûr, toute la politique de l'hébergement
entre autres d'un point de vue budgétaire, est géré dans une stricte logique d'urgence, où on détermine un budget en début d'année, puis on le rallonge au milieu de l'année, puis on le rallonge sans aucune visibilité sur le long terme. Et il faut, je dirais, oui, un plan pluriannuel de financement et d'intervention sur toutes ces politiques dysfonctionnantes qui se rabattent aujourd'hui sur l'hébergement. Et puis, pour finir d'ailleurs, parce que je vais essayer de laisser un petit peu plus d'une demi-heure quand même pour les questions et réponses, on peut se dire, les solutions, on les connaît, je veux dire, on en parle, et vous en tant qu'acteur, vous les connaissez. Des choses extrêmement pragmatiques, effectivement, comme la régularisation, apparaissent incontournables et essentielles. Et on peut se dire, mais pourquoi tout ça n'est pas mis en œuvre? Pourquoi ça n'avance pas plus? Je crois que vraiment le fond du problème est que pour faire tomber un petit peu tous ces dogmes qui servent souvent d'orientation aux politiques publiques, la base de tout ça vient, à mon avis, énormément de la stigmatisation et de la pauvrophobie, du racisme anti-pauvre. En partant du principe que, effectivement, dans une société de concurrence, une société où de winners, genre, qui ne laissent pas la place à l'erreur et qui ne laissent pas la place à la fragilité, je crois qu'on considère qu'une personne pauvre, aujourd'hui, quelque part, c'est qu'elle a fait un mauvais choix. Et ça interroge d'ailleurs même sur le rôle de l'accompagnement, parce que est-ce que une certaine dérive d'ailleurs de l'accompagnement n'est pas de faire faire le choix à quelqu'un contre son gré. Cette pauvrophobie, en fait, et cette responsabilité qu'on fait peser sur les personnes pauvres, entraîne tout ce qu'on connaît sur le véritable contrôle social qu'elles subissent pour déposer un dossier ou très souvent, face à une commission de médiation d'ALO, pour prendre le sujet que je connais le mieux, on n'a pas l'impression que c'est une commission qui est là pour étudier vraiment le respect du droit au logement de la personne, mais que c'est plutôt une commission pour contrôler si la personne est vraiment de bonne foi et vraiment si elle n'est pas en train de risquer. Et on entend ces mots d'ailleurs, hein, le DALO, c'est pour griller la queue. C'est pour griller la queue. On a des décisions de commission de médiation absolument surréalistes, hein, la palme étant considérant dans une décision de commission de médiation, considérant que cette personne, en venant en France, s'est mise elle-même dans la situation dans laquelle elle se trouve. Voilà le genre de considérant qu'on peut trouver quelquefois dans des décisions d'ALO, prouve bien qu'il y a une volonté de rendre responsables les personnes de leur situation de fragilité ou de pauvreté. Et pourtant, comme je le disais au début, on est face à un système et à une mécanique, entre autres la déconnexion des loyers et des revenus, entre autres l'absence de travail, la possibilité de trouver un travail. On est face à un système qui est une machine à exclure et qui va continuer à créer encore beaucoup d'exclusions. Et il est absolument dingue de rendre responsables les personnes qui, à un moment de leur vie, ont une fragilité et ont décroché de quelque chose qui est absolument systémique. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots et de façon très synthétique, et je n'ai pas complètement répondu à la commande de Florent, mais il peut tout à fait me relancer. C'était parfait, René. De toute façon, il nous reste 10 minutes, hein, puisque, comme on le dit, on doit rendre l'antenne à 15h43 pour le démarrage d'un atelier. Quelques questions qui nous sont remontées. Alors, trois questions en tout cas, et qui traversent vos interventions. D'abord, comment peut-on finalement contourner l'injonction de fluidité, ou en tout cas faire en sorte que l'injonction de fluidité dans la sortie de l'hébergement vers le logement ne se retourne pas contre les publics les plus fragiles et ne provoque pas une sélection dure à l'entrée des publics. Une autre question aussi, alors c'est une question qui s'adresse à tout le monde, enfin en tout cas à qui veut la prendre. Plusieurs interventions de votre part, hein, sur la question de l'hébergement à l'hôtel, et aussi de voir comment on peut là aussi améliorer l'accompagnement social à l'hôtel, les conditions de vie à l'hôtel, en tenant compte du fait que aujourd'hui l'hébergement hôtelier, c'est 1/3 de l'hébergement en France, hein. Alors on peut le regretter. Enfin, ça recouvre environ entre 60 et 70 000 personnes qui sont hébergées dans ce cadre. Et puis une troisième question,
sur un sujet qui est souvent revenu dans vos interventions, qui est la question d'accès au séjour pour permettre aux personnes de sortir des dispositifs d'hébergement ou de mise à l'abri vers des solutions plus stables. Et donc, derrière ça, sur finalement, est-ce qu'il ne faut pas renforcer dans la prestation d'accompagnement social la prestation d'accompagnement juridique pour faire en sorte que les publics, finalement, aient le plus de chances possible d'accéder à un titre compte tenu du contexte administrativo-politique qui n'est pas très favorable sur ce sujet en ce moment. Voilà quelques questions. Les prend qui veut. Christophe. Oui, alors peut-être sur l'hôtel. Oui. Quelques préconisations sur l'hôtel pour effectivement comment tendre vers quelque chose de convenable dans les hôtels. Sans doute avoir un cahier des charges ou entrer dans le cadre d'un marché public, parce que nous, on a 47 hôtels. Vraiment, c'est la roulette. Si une famille appelle ce soir, elle pourra avoir du Airbnb avec douche, sauna, jacuzzi, hammam, mais je plaisante à peine. Vraiment, on a des appart-hôtels qui ont un niveau de prestation qui est super pour les familles. Et à côté de ça, on a des hôtels pourris sur le bord d'un relais routier, où là, concrètement, j'aurais moins des difficultés à y aller, même en tant que personne seule. Voilà, donc une convergence en matière de prestations hôtelières, de l'accompagnement global, comme on peut de la présence dans les hôtels aussi, pour dire aux hôteliers, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Les familles qu'on y accueille, ce sont des familles en difficulté qui nécessitent effectivement d'être accueillies différemment en tout cas. Et effectivement, pouvoir peut-être intégrer d'autres partenaires comme la CAF, la CPM, l'ARS aussi, puisque nous, à Toulouse, la plupart des familles sont orientées sur critères de vulnérabilité. Qui dit vulnérabilité dit fragilité sanitaire, parfois psychique, parfois de tout. Donc, effectivement, l'implication de d'autres partenaires comme l'ARS pour financer aussi des postes d'infirmiers ou de puères, parce que les difficultés aussi avec les enfants, elles sont énormes en matière sanitaire. Voilà rapidement pour cette question-là. Merci. D'autres remarques ou interventions? Marie-Josée? Oui, alors je voudrais rajouter juste un petit truc. Les hôtels, ce n'est pas mauvais. Mais tout simplement, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut que la SCAO essaye de prendre le dessus, c'est-à-dire que de contrôler ces hôtels, qu'il y ait des personnes qui passent pour voir un peu comment ça se passe dedans. Comme ça, les gens qui vont venir dans des hôtels, ils seront en sécurité. Surtout les personnes en handicap, les jeunes, les femmes et tout le monde. Il faut que la SCAO prenne la main, c'est-à-dire qu'il contrôle, qu'il y ait des personnes qui passent voir sur le plan sanitaire, social et tout, voir à peu près comment ça se passe. Parce qu'on ne peut pas envoyer les gens quelque part où on ne connaît pas. Ça me semble très juste. Je vous lis une question qui vient de m'arriver sur le fil pour vous faire réagir. Quand l'accès au logement social peut potentiellement aller plus vite que l'attribution d'un hébergement, cela pose beaucoup de questions, et ce, malgré le territoire de zone tendue. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? C'est vrai qu'on a des cas comme ça où il est plus facile d'être relogé que d'être hébergé, notamment en CHRS. Oui, bien sûr, mais il faut réserver l'hébergement aux situations qui nécessitent une prise en charge solide. Si quelqu'un rentre en logement et peut rentrer dans un parcours de logement plus vite qu'en CHRS, ça veut dire aujourd'hui qu'effectivement, dans les CHRS, on fait du travail, on accompagne les personnes et on essaye de les faire sortir. Mais on bute également aux difficultés, on bute également au fait que si un centre d'hébergement travaille avec un certain nombre de bailleurs, on sait que la personne vient d'un centre d'hébergement, les gens sont aussi stigmatisés et on leur colle une étiquette dessus, alors qu'on ne reconnaît pas le travail social qui est fait. Non, mais moi, je pense aujourd'hui que si ça peut fonctionner,
c'est que tous les plans vont les uns à côté des autres. C'est-à-dire que si on ne met pas le logement d'abord en place, si on ne permet pas à des gens d'accéder à du logement classique de manière normale, qu'on arrête de pointer l'un et l'autre en disant lui, il n'y arrivera jamais, on s'est bien rendu compte qu'on mettait aussi des personnes parfois en logement avec sur lesquelles on n'aurait jamais fait le pari et où ça peut marcher. On n'a pas les clés. C'est simplement laisser aussi les associations essayer de faire. Donc, il faut vraiment mettre tous les partenaires ensemble plutôt que les uns qui se tirent la patte contre les autres. C'est pour ça que je pense aujourd'hui que si on a aujourd'hui un SIAO, il faut que le SIAO continue à se développer, à être en lien avec le monde du logement et à aussi favoriser des passerelles, parce que c'est aussi ça une des réalités, c'est qu'actuellement le SIAO est quand même assez seul. Les départements n'aiment pas